Alors pour reparler de la définition de l'emprise, d'abord elle peut être large parce que tout dépend des contextes. On a l'emprise qui peut être d'un individu sur un autre, mais aussi d'un individu sur un groupe, comme par exemple dans les sectes. Hein. D'ailleurs, les personnes qui sont sous emprise d'un individu à un autre peuvent décrire au bout de plusieurs années avoir le même sentiment que s'ils étaient embrigadés dans une secte. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à avoir une clairvoyance. C'est un phénomène qui est progressif. Ça, c'est important. L'emprise n'arrive pas, paf, d'un seul coup, parce que à ce moment-là, notre côté rationnel pourrait nous dire « Oh, oh, il y a quelque chose d'anormal ». Tout est progressif. L'individu qui a une emprise sur autrui peut très bien être un conjoint, un amoureux, une amoureuse, un parent, un collègue de travail, un subordonné sur un cadre, ou rarement un PDG d'ailleurs, on va dire un directeur, une directrice sur autrui. Enfin, donc, dans toutes les relations humaines, on peut avoir vécu un phénomène d'emprise. Là où la difficulté de reconnaître l'emprise existe, c'est lorsque la personne sous emprise est convaincue d'être elle-même partie prenante de ce lien. C'est-à-dire qu'elle va toujours penser qu'elle est volontaire, qu'elle a choisi elle-même de faire telle ou telle chose pour l'autre, qu'elle a choisi de rentrer dans la relation, de la poursuivre, d'aider l'autre, de subvenir à ses besoins financiers, etc. Donc voilà, il y a une sorte d'inconscience du phénomène, mais que d'autres personnes, nos proches, peuvent reconnaître. On peut même avoir deux personnalités narcissiques qui vivent ensemble, qui se marient ensemble, et qui vont complètement être complices l'un de l'autre vis-à-vis d'autrui. Alors le autrui large, même leurs propres enfants. Si vous prenez le terme se mettre mutuellement sous emprise, non. Deux manipulateurs ensemble, oui. D'une manière générale, il y a un manipulateur, manipulatrice, hein, entendons-nous bien, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont considérer que le mode générique de heure, manipulateur, est masculin, ce qui est faux, 50-50 à peu près, sauf une particularité qui sont les pervers de caractère, où là c'est jante masculine à 90% pour les pervers de caractère, mais sinon le profil du pervers narcissique ne va pas en général s'acoquiner avec une autre perverse narcissique. Prenons homme-femme ou l'inverse. D'accord? Donc, la particularité du choix de la proie en amour, c'est que cette victime future a des failles. Et là, le manipulateur les détecte entre 5 minutes et 15 minutes. Il y a évidemment les schémas répétitifs, quasi stéréotypés, qui fait que maintenant, puisqu'on parle de plus en plus du sujet, certains amis, certains proches peuvent nous dire « Attention, tu as affaire à une perverse narcissique ou un pervers narcissique ». Bon, ça c'est le terme de la psychanalyse, mais sinon on peut utiliser évidemment beaucoup plus largement manipulateur, manipulatrice. Effectivement, on a un schéma très très classique avec trois phases en fait. Les trois phases, c'est la séduction, la période après qu'on peut dire idéalisée et idéale, où la personne est charmante, joyeuse, sympathique, généreuse, polie, si c'est un homme galant. Et puis une fois que la mouche est dans la toile d'araignée, eh bien ça change et on n'a pas l'impression d'avoir épousé la même personne. Au début, vous êtes formidable à ses yeux, vous avez du talent, vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes fantastique, hein. Et puis ensuite, une fois que la relation est stable, alors il y a une dégradation de son regard vis-à-vis de nous, et puis il nous induit qu'on n'est plus à la hauteur, que heureusement que les autres ne nous voient pas comme ceci. Ils vont diminuer, ils vont faire en sorte que l'on diminue notre estime personnelle. Et puis, il y a l'anxiété, la dépression, les symptômes de stress qui vont arriver extrêmement rapidement. Et puis, le manipulateur va vous demander de vivre ensemble très rapidement, ou de vous faire déménager pour abandonner vos meubles. Il ne va pas vous dire, évidemment, abandonne tes meubles, mais en tout cas, il n'y aura jamais assez de place chez lui. Ou l'inverse.
Vous avez plus de fortune ou plus d'espace, il va se déplacer chez vous. Et puis, il va vous amener à être moins sûr de vous parce que vous tombez enceinte, ou le changement va être radical au moment où vous accouchez. Il n'a aucune empathie quand vous êtes fatigué, quand vous êtes malade, quand vous êtes enceinte. Donc ça, c'est assez typique. Et puis, il y a la troisième phase, c'est lorsque vous réalisez. D'abord, on ne le réalise jamais toute seule. Alors ça, c'est très important. C'est que ça ne nous vient absolument pas du jeudi au vendredi en se disant, tiens, au fait, est-ce que je ne serais pas une victime d'un taré ou d'une tarée? C'est obligatoirement soit un ouvrage, une conférence, une émission de télé, radio, une presse écrite, un podcast, voilà, une démarche comme la vôtre. L'extérieur nous dit, voilà les symptômes, voilà les caractéristiques d'un manipulateur, d'une manipulatrice. Et professionnellement, j'en ai établi 30. Il en faut au moins 14 sur les 30, sachant que la majorité, ils en ont 27, 28, 29, 30. S'il n'y a pas de prise de conscience qu'on est dans un système, ça devient un système, même à deux, comme celui-ci, un piège, on ne pourra pas s'en sortir. Donc c'est toujours l'extérieur qui va nous faire tirer la sonnette d'alarme. Oui, tout à fait, l'engagement, il y en a 4. On se met ensemble sous le même toit, Pax, mariage, quelque chose d'officiel, je tombe enceinte en tant que femme ou accouchement, premier enfant. 90% du temps, c'est quand même ces 4 situations. Maintenant, vous êtes peut-être tombé sur ce qu'on appelle un pervers de caractère. Alors eux, ils vont beaucoup plus vite. Mais en 8 mois, on le sait, en 8 mois, on a déjà des indices. En fait, en 1 mois, parfois même en 3 heures, on a déjà des indices. Mais tout le monde n'est pas informé sur ces indices. On est obligé de faire un diagnostic parce qu'il s'agit d'une personnalité pathologique. C'est des mots importants en psychiatrie. C'est de la psychiatrie. Il y a 2 profils de personnalité pathologique qui ne vont pas demander à être internés. C'est les paranoïaques, la vraie paranoïa, qui est bien plus rare que les personnalités narcissiques, et les personnalités narcissiques. D'ailleurs, ils peuvent être même chefs de service de l'hôpital en question. Ben oui, parce que socialement, ils sont totalement adaptés. Ils ont l'intelligence normale, ils font des études, ils sont diplômés, ils savent passer le permis de conduire, ils font des enfants. Quasi tous se débrouillent pour avoir une famille de manière à ce que socialement, ce soit complètement adaptable. Les jargons, il y en a 3 pour décrire le même profil. C'est personnalité narcissique, ça c'est le jargon utilisé officiellement en psychiatrie dans le monde entier. Les psychanalystes, et uniquement les psychanalystes, utilisent le terme de pervers narcissique. Les anglo-saxons utilisent pour décrire la personnalité narcissique, pour que ce soit aussi acceptable au niveau cognitif pour la population, manipulator. Les manipulateurs. D'accord? Et être manipulateur et faire de la manipulation, c'est vraiment différent. C'est super important, la différence. Si vous avez une mère qui vous culpabilise parce que vous ne l'avez pas appelée depuis 3 semaines, « Ah, bah, je serais morte que tu ne le saurais pas. » Est-ce qu'elle fait que ça? Elle manipule, elle est agaçante, elle culpabilise. Ah. Mais si elle fait plus que ça, elle sème la zizanie, elle est toujours en train de faire la tête quand on fête des anniversaires ou à Noël. Ah, c'est sûr qu'elle va nous faire un caca nerveux et donc il y aura un truc qui va déconner pendant une journée où tout le monde va bien, tout le monde est heureux. Il y a 14, 15, 16, 17 attitudes jusqu'à 30 maximum. Enfin, en fait, j'en ai fait 120 même. Des attitudes typiques qui vont s'accumuler. Donc voilà, le terme de manipulateur, moi je l'ai aimé parce que c'est un terme que le grand public peut connaître. Le terme de personnalité narcissique, c'est un truc entre nous, les psys et les professionnels. Et maintenant, pervers narcissique est plus connu grâce aux médias français. C'est-à-dire que depuis plus de 35 ans à peu près, moi je reçois des victimes de manipulateurs et j'ai dû poser la question, qui n'a pas? Au début c'était qui a un manipulateur, une manipulatrice dans son entourage, mais tout le monde levait la main. Donc j'ai commencé à dire, mais qui n'en a pas ou n'en a pas rencontré? Comptez le nombre à peu près, le nombre de personnes que vous avez rencontrées selon votre âge. On a quand même tous les enfants de notre école, les professeurs, les amis de vos parents, vos propres parents, votre propre famille, les copains de fac, les voisins. Vous avez un manipulateur comme voisin, vous allez vous en souvenir toute votre vie, même 40 ans plus tard. Et donc vous accumulez. Et vous dites, mais j'en ai connu combien? Bah, 10 peut-être, mais ça fait 10 000 personnes.
ou 12 000 personnes, selon votre âge, votre activité professionnelle. Bon. Donc c'est comme ça que j'ai réalisé que les manipulateurs étaient peut-être 2 à 3% de la population. Ce sont mes chiffres par rapport à tout ce panel de dizaines de milliers de gens que j'ai rencontrés. Une chose importante, c'est qu'ils sont partout, dans tous les milieux sociaux. On n'est pas envahi. La différence, elle est affective. Si vous avez une collègue ou deux dans votre carrière comme manipulateur, vous allez surtout vous souvenir des 2 qui vous ont marqué. C'est des personnes qui vont marquer là et qui vont marquer au niveau du cerveau. Être et faire de la manipulation, c'est pas la même chose. Quand vous avez affaire à un vrai manipulateur, manipulatrice, ça va toucher votre être profond. Ça peut vous détruire. Il y en a qui se suicident. Ça touche profondément l'estime de soi. Le harcèlement moral, puisqu'on peut définir l'action d'un manipulateur, le harcèlement moral est extrêmement destructeur. Eh bien, nous ne sommes pas tous manipulateurs, et heureusement, parce que ce serait une nation infernale, on serait en guerre. Alors, on ne choisit pas d'être manipulateur, non. Et au risque de choquer les pédopsychiatres et pédopsychologues, les vrais manipulateurs, ils commencent à l'être déjà à l'âge de 4 ans. Alors, il y a guérissable et soignable. Alors, non seulement ce n'est pas guérissable, on ne guérit pas d'une personnalité pathologique, c'est une structure. On ne sait pas d'où ça vient. Et soignable, ça veut dire qu'on pourrait donner des médicaments ou qu'il y aurait une thérapie pour amener un changement. Eh ben, vous pouvez toujours courir. Il n'y a aucune thérapie qui fonctionnera avec un pervers narcissique. Aucune. La première des raisons, c'est qu'il ne se sent absolument pas malade, on va dire. Il ne se sent pas troublé par ses propres comportements et ses propres pensées et ses propres émotions. Du tout. Il considère même au contraire, et ça ressemble à la paranoïa, mais ce n'est pas une vraie paranoïa, mais il trouve que c'est la société. Ce sont ses collègues, c'est son conjoint, ce sont ses enfants, ce sont ses voisins qui déconnent. Donc à partir du moment où on croit que ce sont toujours les autres qui fonctionnent mal, on ne se remet pas en question. Donc nous ne recevons pas dans nos cabinets des manipulateurs. Moi, dans ma carrière, j'en ai reçu 7, vous voyez, qui ne savaient pas qu'ils étaient manipulateurs. Mais souvent, c'est pour 2 raisons. Ils viennent parce qu'ils ont une dépression grave, qu'ils n'arrivent pas à en sortir. Or là, il faudra peut-être des antidépresseurs, donc un psychologue ne peut pas donner cette prescription. Et deuxièmement, le plus souvent, c'est pour récupérer leur conjoint qui part. Alors, contrairement à ce que les gens pensent, les manipulateurs ne sont pas exceptionnels dans la courbe de Gauss de l'intelligence. Ils ont une intelligence normale. Donc, vous avez des manipulateurs aussi qui ne sont pas très doués, contrairement à ce qu'on pense. C'est la différence entre la malignité et l'intelligence. Mais sauf qu'ils manipulent, ce qui peut vous donner l'impression qu'il a de l'assise, il a décidé d'être dans la non-action, il a décidé de vivre à la campagne, il a décidé de ne pas avoir d'amis. Faux, il n'a pas décidé, il s'est fait rejeter. Et il n'est pas capable. Sauf qu'ils font tout pour montrer qu'ils sont supérieurs aux autres. Ça, c'est une caractéristique. Pervers narcissique, personnalité narcissique. Je suis plus intelligent que toi. Est-ce que la manipulation permanente est une forme de violence? Oui. Est-ce que la manipulation est une forme de violence? Non. Non. Parce que vous êtes parent, obligatoirement vous manipulez. Obligatoirement. Écoute, moi je veux bien qu'on aille chez ton petit copain et qu'on prenne les vélos, mais à partir du moment où toi, tu as fini tes devoirs, voilà, c'est comme ça. Ça s'appelle un chantage, ok? Eh bien, tous les parents font des chantages. Si c'est ponctuel et adapté, c'est pas une violence. Tous les enfants manipulent leurs parents. On veut le bonbon aux caisses de votre supermarché. Maman, tu m'achètes ça? Ou le môme, il prend le Toblerone ou autre, il le met dans le caddie. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais tu m'avais dit que j'ai été sage cette semaine. Je vois pas le sujet. Donc, il faut s'en défendre. Bien sûr que les enfants manipulent. C'est pas une violence. Maintenant, qu'elle soit permanente et sous diverses formes, oui, bien sûr. Alors, il y a 2 types de manipulateurs, c'est-à-dire que si on retrouve la sémantique pour la perversité narcissique, le pervers narcissique classique n'est pas dangereux dans le sens physique du terme, alors que les pervers de caractère sont dangereux. Donc, le manipulateur homme ne vous frappe pas, jamais.
Par contre, il peut prendre le verre et vous le lancer juste à côté de votre tête, comme si mon intention était de vous heurter. Bon, donc à quoi ça sert? Ça sert à vous créer une peur, qu'un jour, ce soit le bol ou mon poing qui vous arrive sur votre corps. Et donc, ça vous maintient en vigilance et en peur. Voilà. Donc ça, je parle de quand un manipulateur classique ou une femme manipulatrice classique se met à avoir un geste violent, physiquement. Le pervers de caractère va avoir un geste violent sur vous, dont la sexualité. Donc il y a deux axes de réponse sur quelles sont les manifestations qui peuvent vous servir de détection rapide. Pour la question, je vais répondre à ce qui est rapidement détectable. Il y a l'axe de vous à vous, en tant que victime éventuelle, et puis il y a les observations que vous faites sur l'autre. Et donc pour ce premier axe, la première chose que vous allez vivre, c'est certainement des troubles du sommeil, avec une augmentation de l'anxiété, qui vont avec d'ailleurs. Il y a quelque chose aussi, c'est le fait de ressasser des propos, des interactions, des attitudes, soit de votre part, soit ensemble. Vous pouvez avoir l'impression aussi, assez rapidement, que vous êtes plus aussi compétente que ce que vous étiez, malgré vos années, par exemple, d'études. Vous allez réaliser que vous avez davantage à vous expliquer qu'à la normale avec la personne en question. Vous avez l'impression qu'il vous prend pour un décérébré, c'est-à-dire un idiot. Vous pouvez aussi vous remarquer, ça peut prendre plusieurs semaines ou mois, que quand vous êtes en présence de cet individu, vous redevenez enfant, vous êtes inhibé, vous ne dites plus ce que vous pensez, vous ne vous opposez plus. Par contre, vous pouvez très bien vous fâcher, c'est-à-dire beaucoup plus que d'habitude. Vous rentrez dans des émotions beaucoup plus puissantes. Alors, selon votre tempérament, soit vous êtes un extraverti, à ce moment-là, vous pétez les plombs régulièrement. Mais tu dis n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. Enfin, vous agressez, mais parce que vous êtes agressé, mais d'une façon différente et subtile. Et on peut vous taxer d'ailleurs d'être agressif. Et puis, selon votre tempérament, donc je disais, vous pouvez aussi avoir un caractère plus inhibé, et dans ces cas-là, vous êtes encore plus inhibé. Voilà, ça c'est pour les axes, l'axe personnel de « il y a quelque chose qui a changé ». Vous êtes moins drôle, vous êtes moins souriant, vous pouvez même être agressif envers les membres de votre famille, les autres membres de la famille, si on reste que dans le contexte conjugal, vous les voyez de moins en moins. Comment rompre avec un manipulateur ou une manipulatrice? Ça s'explore au cas par cas. En tout cas, une chose est sûre, c'est long, c'est dur, et après le stress. Parce que rompre avec un manipulateur, c'est la meilleure chose à faire, sauf que le manipulateur, la plupart du temps, ne va pas se laisser faire, justement, va résister. La majorité vont continuer à harceler. Si vous avez des enfants, là, vous en avez pour plusieurs années. Là, il faut choisir son avocat. Tous les avocats qui s'occupent des affaires familiales ne sont pas aptes à vous défendre correctement face à un profil comme celui-là. Donc le choix de l'avocat est majeur. Maintenant, quand on décide de se séparer, cette décision, elle n'est pas radicale non plus. Ça ressemble beaucoup à l'effet de la femme battue qui retourne vers son bourreau. C'est très, très fréquent qu'il y ait des allers-retours dans la séparation. On peut considérer que ça fait partie du processus de la séparation. Parce que le manipulateur ou la manipulatrice vous rattrape avec son côté positif, son côté bon. Et tous les bons souvenirs, c'est ça la manipulation, c'est que c'est pas 100% mauvais. Il y a énormément de qualités chez ces gens-là. Mais le cerveau des gens amoureux va retenir les bons moments. Donc il doit se rappeler à chaque fois les mauvais moments. Qui va nous les rappeler? Nos amis. Mais, et ça peut faire partie de ma conclusion, c'est qu'il faut en parler aux amis de toutes les relations qu'on a, positives, négatives. Dès qu'on a perçu quelque chose qui ne collait pas, il faut oser en parler. Si on n'a pas le feedback, on peut très bien ne pas considérer que notre situation est anormale. On doit être soutenu par au moins une personne de notre entourage amical ou familial, le choix de l'avocat,
Mais évidemment, comme il y a des effets psychologiques graves, le psy, et là aussi, ce n'est pas n'importe quel psy. Attention, tous les psys ne sont pas prêts à porter toute la difficulté de la situation, puisqu'on est obligé, bon, moi je fais partie des spécialistes, on est obligé de prendre en compte l'aspect juridique aussi. Et non, c'est pas un divorce, si on parle divorce, non, c'est pas un divorce comme les autres. Avec des pervers, oh, ben, on les connaît. Non, non, vous connaissez réellement, parce que là, il faut tout anticiper. Mon patient ou le client de l'avocat, il ne sait pas. Mais si l'avocat ou le psy, il sait comment les manips fonctionnent, ou les pervers de caractère, attention, c'est un cran au-dessus, à ce moment-là, on coupe l'herbe sous le pied bien en avance. Il faut aller rapidement. La majorité des gens veulent se reconstruire au niveau de leur estime personnelle. Là aussi, tous les psys ne savent pas travailler l'estime personnelle. Donc il y a des méthodes que chaque psy peut avoir créées. Attention, c'est un travail. Hein. La thérapie comportementale, cognitive, je vérifie, c'est des consignes. Hein. Vous avez l'affirmation de soi. Vous avez des gens qui ne savent plus faire des demandes, qui ne savent plus refuser, qui n'osent pas faire des critiques. Les mêmes, à cause de l'estime de soi qui est trop basse, ne supportent plus la moindre critique parce que l'autre, le manip, lui faisait le même genre de réflexion, alors que c'est pas une manipulation, là, ce qu'on est en train de dire. C'est un vrai défaut que tu as. Donc, en fait, il y a tout un travail sur le plan émotionnel et sur le plan cognitif. Le conseil, c'est de se soigner. Absolument. Et même quand les manipulateurs quand vous êtes ensemble, disent « ma pauvre, t'es complètement folle, va te faire soigner », eh ben, je dis oui, allez vous faire soigner, mais pas parce que vous êtes folle, parce qu'il y a des vrais effets. Alors, une bonne chose à comprendre, c'est que c'est rattrapable. Oui, on en sort. Absolument, on en sort. Il faut être bien accompagné, grand maximum 2 ans. Après la rupture, hein, ou pendant la rupture. On s'en sort pas seul, mais on s'en sort.